Ok, je pense que tout le monde m'entend bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, il me reste 2 jours pour souhaiter les vœux, donc je vais commencer par ça. Je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une très très belle année 2015, avec plein de beaux projets et plein de réussites. Et puis aussi, moi mon souhait pour 2015, c'est de vous revoir aux prochains événements du Café Numérique. Donc voilà, c'est mon petit vœu pour 2015. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Café Numérique Paris, c'est une association qu'on a montée à 3. Donc on est 3 cofondateurs. Donc on a Flora qui est là-bas et Christophe. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de faire des afterwork qui traitent de sujets liés au numérique, des choses telles que le Bitcoin. La dernière fois, on l'avait fait sur les MOOC. Voilà, des sujets passionnants qui restent parfois encore finalement assez méconnus, sur lesquels on voudrait en savoir plus. Donc l'objectif, c'est que notre mission sera réussie, on peut dire, si vous repartez d'ici en ayant appris des choses, que vous ayez des clés pour aller plus loin, pour creuser le sujet et puis bien sûr rencontrer des experts du sujet qui viennent nous raconter des choses passionnantes. Alors ça me fait une belle transition, donc j'accueille donc Philippe Berlin, qui est économiste et écrivain, et qui tout à l'heure nous parlera du sujet des nouveaux moyens de paiement, notamment du Bitcoin, et comment ils vont révolutionner la finance et finalement le quotidien aussi, la manière dont on aura d'utiliser l'argent. Et Eric Larchevêque, donc, qui est le CIO de Ledger et qui a la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux aujourd'hui de la Maison du Bitcoin. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite, et donc on va donner la parole à Eric qui va nous dire c'est quoi le Bitcoin et comment ça marche. Parce que, voilà, j'aimerais faire ça. Merci. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le Bitcoin. C'est pas facile de faire le tour d'un sujet aussi complexe en 15 minutes. Mais on va essayer en tout cas d'en savoir plus. Le Bitcoin, c'est à la fois un système de paiement et une monnaie. C'est vraiment 2 choses en même temps. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, puisque, comme on va l'expliquer, le Bitcoin, c'est bien plus qu'une monnaie. Et quand je dis système de paiement, c'est en réalité une technologie qui permet d'avoir la possibilité de transacter sur Internet, en dehors des frontières, en dehors de tout système de contrôle, de banque centrale, d'éléments centrales. Et c'est ça qui fait vraiment la nouveauté de Bitcoin, et qui fait que tout le monde en parle un petit peu maintenant, parce que là, on a vraiment un changement technologique, et c'est surtout ça que je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer maintenant. Donc, je n'ai pas fait de slide, parce que là, on n'est pas très nombreux, et comme ça, on va pouvoir un petit peu discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on va essayer de rendre ça assez simple et interactif. Bitcoin, c'est une technologie avant tout. Ça date de 6-7 ans. Ça a été inventé par quelqu'un ou une entité qui répond au nom de Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, et qui a apporté en fait une nouvelle technologie qui résout un problème qui est quasiment millénaire, qui est le problème en fait de la confiance. Comment réussir à générer de la confiance, à créer de la confiance dans un environnement chaotique. C'est un environnement où après, finalement, personne ne se connaît, personne ne peut se faire confiance. Et cet environnement-là, c'est Internet. Comment est-ce que des ordinateurs ou des gens connectés via des ordinateurs sur un réseau mondial peuvent arriver à se faire confiance, en quelque sorte, et arriver à obtenir un consensus, c'est-à-dire avoir une sorte de base de données, un grand livre comptable, dans lequel tout le monde se met d'accord pour dire que, eh bien, telle personne a tant d'unités. Parce qu'au final, c'est ça, Bitcoin, c'est une espèce de grande base de données qui est distribuée sur Internet par un protocole de connexion pair à pair, un petit peu comme BitTorrent pour ceux qui connaissent, le partage de fichiers, etc. Et la particularité de cette technologie, c'est d'arriver à faire en sorte que cette base de données, eh bien, tout le monde va arriver par un consensus à se mettre d'accord dessus. C'est-à-dire qu'elle va devenir une sorte de source de vérité universelle, inviolable, et à partir du moment où on a une base de données que personne ne peut quelque part contrôler, que personne ne peut changer en dehors en fait d'un modèle mathématique bien défini, eh bien on est capable d'établir à une liste comptable tout simplement
un certain nombre de comptes avec en face un certain nombre d'unités. Et dans sa version la plus simple, c'est comme ça qu'on peut considérer le Bitcoin. On a donc un système comptable qui est distribué, qui n'est pas centralisé, c'est-à-dire qu'à la différence de monnaie digitale ou monnaie virtuelle dont on a pu entendre parler jusqu'à présent, par exemple les Linden Dollars de Second Life, ça n'existe pas sous la coupe, sous la houle en fait, d'une société ou d'une banque centrale. Cette base de données, elle est distribuée sur Internet et elle permet donc d'établir une liste de comptes. Pour rentrer dans Bitcoin, pour rentrer dans le monde Bitcoin, il suffit juste d'avoir un ordinateur ou un mobile et une connexion Internet. Un des points fondamentaux de Bitcoin, c'est que il n'existe pas dans le cadre en fait, d'une quelconque régulation. C'est juste des mathématiques. Et ouvrir un compte Bitcoin, en fait, c'est juste eh bien, tirer au sort en fait, un nombre aléatoire qui sera sa clé privée, qui sera en fait son secret. Et à partir du moment où on a fait ça, on est capable de rentrer dans le réseau. Ça veut dire que n'importe qui sur la planète, avec une connexion Internet, avec un ordinateur, peut se connecter au réseau Bitcoin et échanger des valeurs. Puisque la finalité d'un grand livre comptable, eh bien, c'est de faire évoluer justement les cases, de savoir qui a combien, et donc au final de faire des transactions, de faire des paiements. Et à partir du moment où n'importe qui peut rentrer dans le système, eh bien, on a une grande facilité d'usage. Et c'est ça aussi qui fait la force de Bitcoin, c'est son aspect en fait distribué, décentralisé, mais aussi très simple d'accès. À partir du moment où, avec juste un ordinateur, on peut se connecter au réseau Bitcoin et commencer à transacter, ça veut dire que n'importe quelle personne, même si elle est dans un pays où les banques ne fonctionnent pas bien, eh bien, peuvent exister, peuvent se bancariser. Parce que si on en vient un petit peu aux usages, de se dire mais à quoi ça sert en fait d'avoir un système qui permet comme ça d'échanger des valeurs sur Internet? Après tout, on a un système bancaire, on a des cartes de crédit, des moyens de paiement, ça fonctionne plutôt bien. C'est effectivement la perception qu'on peut avoir quand on habite à Paris, quand on habite à Londres, quand on habite aux États-Unis ou ailleurs. Mais il y a plus de pratiquement 3 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès en fait à la banque. Et ça, c'est un des défis de Bitcoin et de ce type de technologie, c'est de pouvoir donner accès facilement à un système transactionnel que tout le monde peut utiliser sans contrainte et avec une grande facilité. Je le disais en introduction, c'est à la fois un système de paiement et une monnaie. On dit le Bitcoin, on peut désigner en fait la technologie, et les Bitcoins, c'est l'unité de compte. C'est une sorte de token qu'on va échanger, et qui par nature, parce qu'on est sur un marché libre, eh bien, vont avoir une contre-valeur en euros, en dollars ou dans d'autres monnaies. Et c'est cette monnaie finalement qu'on va utiliser, qu'on va échanger, et qui permet à tout à chacun d'exister dans le réseau Bitcoin. C'est-à-dire que quand on possède des Bitcoins, eh bien, on ne possède pas en fait de la monnaie, une autre monnaie, c'est vraiment des Bitcoins. Et c'est simplement, on aura la possibilité de les échanger, si on veut, contre des euros, contre des dollars, puisque quelque part, ça a une valeur en fait de marché. Et c'est cette valeur de marché qu'on va utiliser pour pouvoir ensuite rentrer et sortir dans le réseau Bitcoin. Par exemple, ici, quelqu'un peut venir à la maison du Bitcoin, déposer 100 euros sur le comptoir de change, et il va repartir avec à peu près 0,5 Bitcoin. Et à partir du moment où il a des bitcoins, il va pouvoir les envoyer, les utiliser pour les faire parvenir partout dans le monde. On a pas mal de gens qui viennent ici, qui utilisent le bitcoin justement comme un moyen de transport pour envoyer des valeurs à l'étranger. Il existe Western Union par exemple, ou MoneyGram. Eh bien avec bitcoin, on peut faire un petit peu la même chose, sauf que là, on n'est pas dans un réseau qui est centralisé, qui est global. Le Western Union a des agences un petit peu partout dans le monde et elles font de la compensation entre elles. Et bien là, on peut considérer qu'on a un système en fait, de change qui va être complètement distribué. Des personnes vont venir changer des euros en bitcoin ici. Ensuite, ils vont envoyer les bitcoins, par exemple, sur l'adresse de quelqu'un d'autre qui peut se trouver à Abidjan ou ailleurs. Et là-bas, ils vont faire l'opération inverse. Et donc, on aurait été capable d'avoir deux établissements de change qui ont réussi à se faire confiance, à se transférer des valeurs, sans pour autant, à aucun moment, rentrer en fait dans un contrat tel qu'on peut le faire normalement. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire signer un contrat, ensuite faire un virement, attendre, et surtout
on aurait dû s'assurer que le virement n'allait pas être annulé, ou qu'il n'y aurait pas en fait d'opposition, ce genre de choses, puisque une des particularités de Bitcoin, quand on fait des paiements, c'est comme du cash digital, donc on n'a pas la possibilité de l'annuler. C'est-à-dire que si je vous envoie un Bitcoin, c'est exactement comme si je vous donnais 100 €. Le seul moyen de le récupérer, c'est si vous voulez bien me le rendre. Et donc on a un système qui fonctionne, un système transactionnel, qui fonctionne très bien, qui est très sécurisé au final, puisqu'il n'est pas possible de mettre à mal le réseau Bitcoin. Il n'y a pas de point central en fait où le château de cartes pourrait s'écrouler, puisque comme je le disais en introduction, personne ne contrôle Bitcoin. C'est une base de données qui est distribuée en fait, qui n'a pas donc d'élément central sur laquelle on pourrait toucher pour changer quelque chose. Et donc ça permet par exemple de faire ce type d'opération, d'avoir des réseaux de change qui arrivent quelque part à se faire confiance sans jamais se connaître. Un autre usage, ça va être de pouvoir faire du paiement en fait distribué dans le monde entier. Imaginez une société qui a 10 000 ou 20 000 employés ou contractants qui font par exemple de la traduction dans plein de langues et qui donc viennent de plein de pays différents, peut-être de 50, 60, 70 pays différents, et des pays dans lesquels le réseau bancaire n'est pas forcément bien développé. Alors il peut y avoir des solutions comme PayPal, des solutions comme payer sur des cartes prépayées, etc. Mais ça coûte très cher, c'est compliqué. Alors que si vous faites des paiements par Bitcoin, vous allez pouvoir en fait envoyer des milliers ou des dizaines de milliers de paiements très rapidement, à un coût quasiment nul, et ensuite chaque personne à son propre niveau va se débrouiller, soit pour garder ses Bitcoins, les utiliser et les payer chez des marchands qui acceptent le Bitcoin, soit les transférer dans leur monnaie locale. Donc ça résout aussi des problèmes concrets, des problèmes business, qui aujourd'hui ne peuvent pas être résolus, ou alors très difficilement résolus avec, avec le réseau bancaire classique. Après, on peut aussi considérer Bitcoin comme une sorte de valeur d'investissement, comme un asset, comme de l'or, quelque part. Et c'est aujourd'hui un des usages principaux, et on entend surtout parler de celui-là, c'est-à-dire que le Bitcoin a donc une contre-valeur en euros. Cette valeur, elle monte, elle descend. À un moment, on est monté pratiquement jusqu'à 1 000 €. Ensuite, c'est redescendu. Il y a eu souvent des gros titres en fait dans la presse qui à chaque fois disaient que le Bitcoin c'était fini, c'était terminé parce que la valeur s'était écroulée. Et pour autant, bizarrement, Bitcoin a continué d'exister, a continué de se développer. C'est parce que justement, Bitcoin est bien plus qu'une monnaie, bien plus en fait qu'un moyen d'investissement, parce qu'il repose sur une technologie qui résout ce problème de la confiance. Et à partir du moment où on a ça, on peut construire aussi bien d'autres applications dans le futur dont on ne connaît même pas aujourd'hui en fait les implications. Par exemple, les objets connectés auront besoin de transacter, de faire des transactions. La voiture qui va payer son électricité, l'aspirateur qui va se recharger, votre téléphone qui va acheter peut-être à la seconde ou à la minute des crédits Wi-Fi, des crédits mobiles, etc. Et quoi de mieux pour avoir un système interconnecté dans le monde entier que d'utiliser le réseau Bitcoin qui, ne pose aucun problème de compliance, de régulation, etc. parce qu'il existe en dehors du système financier classique et qui est basé sur une technologie qui est open source et qui permet donc à tout le monde de rentrer là-dedans. Donc, la technologie qui est derrière Bitcoin, le fait de pouvoir réussir à créer de la confiance dans un environnement chaotique, cette fameuse en fait création de vérité un petit peu universelle, va permettre dans le futur de créer énormément de choses. Je vais juste citer un exemple et après je prendrai des questions parce que j'ai un petit peu tout survolé. Vous vous rappelez, il y a eu les crédits CO2 par exemple en Europe, ou les droits à polluer. On pouvait acheter des droits à polluer, les revendre, etc. Il y a eu des gros scandales, je pense que c'est mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de contrôle de où est-ce qu'ils allaient, il y en a qui achetaient, qui revendaient, on ne savait pas trop ce qui se passait. Si on avait utilisé en fait un système de blockchain, c'est-à-dire de base de données décentralisée, on appelle ça aussi la blockchain, on aurait pu avoir une base de données publique que personne n'aurait pu changer et qui aurait pu gérer par exemple ce type de problématique. C'est-à-dire que la technologie qui est derrière Bitcoin peut donc s'appliquer à tout type de problèmes, même résoudre des problèmes gouvernementaux. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça donnera dans les années qui viennent, au même titre que lorsqu'on a Internet a commencé, on n'avait aucune idée qu'un jour on aurait un Facebook. Voilà. Je
Je pense que je lui parlais 15 minutes à peu près. C'est ça, t'es bien. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? On peut y aller sur les questions, donc n'hésitez pas. Si on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. On peut se retrouver tous après. Ce sera après l'intervention finie. On vous proposera d'aller voir un petit coup en face, si vous voulez, ce sera super convivial. On pourra creuser le sujet passionnant. Voilà, des questions, j'imagine il y en a plein, et si on n'a pas le temps, on sera pas pareil. Est-ce qu'on peut vivre vraiment des problèmes de hacking qui ont lieu, je ne crois pas directement sur le système de Bitcoin, mais sur des sites de portefeuille de Bitcoin? Oui, tout à fait. Alors, je disais que Bitcoin, c'est très sécurisé, c'est-à-dire que le protocole Bitcoin est extrêmement sécurisé. Aujourd'hui, personne n'a réussi à le mettre à mal, c'est-à-dire à créer des faux Bitcoins, à faire des fausses transactions, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, après, il y a deux types de problèmes de sécurité. Le premier, c'est le fait que, par exemple, sur la place de marché qui s'est cassé la figure, qui s'appelle Mt. Gox, eh bien, si on confie son argent, ses bitcoins, peu importe, soit des bitcoins, des euros à des gens dont on ne vérifie pas en fait leur capacité à gérer correctement l'argent, eh bien, il y a des catastrophes. C'est-à-dire que cette place de marché, en fait, n'a fait ni plus ni moins que du Ponzi. Donc là, c'est plus un problème quelque part lié à l'humain qu'à la technologie. Et ensuite, il y a des vrais problèmes de sécurité liés au hacking, c'est-à-dire le fait de se faire voler en fait, ces bitcoins, que ce soit une entreprise, donc une place de marché, ou alors un particulier. Parce qu'en fait, posséder des bitcoins, on ne les possède pas physiquement, bien entendu. Avoir des bitcoins, ça veut dire avoir une clé privée, hein, c'est basé sur la cryptographie, donc c'est avoir un secret, posséder un secret. Et à partir du moment où ce secret, c'est une donnée, est capturé par un hacker, eh bien, on vole les bitcoins. Et juste pour dire un mot là-dessus, c'est ce que fait Ledger. En fait, on travaille sur des cartes à puce, qui est une technologie bien française, et on résout ce problème en fait en utilisant ces cartes à puce pour pouvoir justement garder ces secrets et faire en sorte que lorsqu'on fait un paiement, les signatures, etc. se font à l'intérieur de l'élément sécurisé. Note même un hacker qui prendrait contrôle de votre ordinateur ou qui prendrait contrôle de la salle serveur où se trouve en fait la place de marché ne pourrait pas voler ces secrets, et donc clairement c'est une solution à ce type de problème que nous commercialisons et sur lequel on travaille. La valeur des bitcoins sur les différentes monnaies locales, c'est comme la valeur de l'euro par rapport aux autres monnaies. Disons qu'il y a une valeur de bitcoin par rapport aux autres monnaies en général. Et ensuite, par exemple, ça va valoir un bitcoin vaut 230 $ et un bitcoin vaut 200 €, parce qu'il y a tout un tas de systèmes de compensation. Et cette valeur, elle est donnée par le marché. C'est-à-dire, moi j'ai des bitcoins, je les vends. Bon, combien tu me les achètes? Voilà, c'est juste des valeurs de marché. Il y a des carnets d'ordre avec des gens qui vendent, des gens qui achètent. Ensuite, il y a un prix qui se rencontre et se fait la transaction. Et évidemment, il y a une très grande volatilité parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, voilà, ça monte et ça descend. Oui, oui, j'ai lu que les frais de transaction pourraient à l'avenir être beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui pour diverses raisons. Est-ce que vous êtes confiant dans la capacité du système à rester bon marché? Aujourd'hui, les frais de transaction sont de l'ordre du dixième du centime. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait c'est un problème économique global et de free market, puisque les mineurs en fait décident du prix, enfin ils décident de si oui ou non ils veulent intégrer en fait les transactions, même si on ne paye pas de frais de transaction, des fois ça fonctionne. Aujourd'hui on pense que on est assez confiant sur le fait que ça ne va pas monter plus que raison. C'est-à-dire qu'on arrivera à trouver un modèle économique où il y aura tellement de transactions que les mineurs pourront arriver à s'en sortir. De toute façon, soit il n'y aura pas de transactions, et auquel cas le modèle s'écroulera et ce sera autre chose, une autre monnaie ou un autre système, soit il va fonctionner, et du coup on aura un prix raisonnable. C'est-à-dire que voilà, ce sera l'un ou l'autre, mais il n'y aura pas de juste milieu, je pense, parce que là ça ne pourrait pas fonctionner. Oui. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'argent sale qui passe par un réseau? Qu'est-ce que vous définissez de l'argent sale? Les différents argent mafia ou autres, comme c'est simple et libre. Alors, disons qu'il n'y a pas de blanchiment par le Bitcoin. Ça, c'est un mythe parce que ça sert à rien, ça fait que déplacer le problème. Par contre, on peut acheter de la drogue ou des armes ou des choses illégales par le Bitcoin. C'est peut-être à ça sur lequel vous faites référence. Effectivement, il y a des places de marché dans le deep web comme Silk Road ou maintenant Evolution Market, etc., qui créent du reste une gentrification du problème de drogue, et c'est peut-être une réponse au problème des banlieues, par exemple, hein, c'est juste pour y réfléchir.
Mais aujourd'hui, c'est très difficile de donner des réponses là-dessus. Il est estimé que le volume d'affaires de Silk Road l'année dernière, c'était l'ordre du milliard de dollars. Bon, le volume global des échanges sur Bitcoin est largement supérieur. On n'a pas d'idée. C'est très difficile de répondre parce qu'il n'y a pas d'institut en fait qui fait des stats là-dessus. Mais je pense que c'est une minorité. C'est pas non plus 0,01%. C'est une réalité. Mais je pense que c'est pas non plus. C'est loin d'être une majorité, très loin de là, ça, c'est sûr. Il faut le comparer peut-être au dollar. Parce que combien de dollars est ça? Ah oui, bah ça, donc voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la capitalisation boursière de Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de Bitcoin multiplié par leur valeur, est inférieur en fait aux amendes que se prennent les banques pour le blanchiment chaque année. Donc voilà, ça met en perspective. Voilà. Une petite question pratique. Où sont les bitcoins concrètement? Enfin, moi, si j'ai des bitcoins, où est-ce qu'ils sont? Vous avez parlé d'une base centralisée, vous avez parlé de peer-to-peer, est-ce qu'ils sont sur mon ordinateur, dans un device? Enfin, voilà. Ouais, en fait, ça n'existe pas, un bitcoin, c'est-à-dire que c'est encore mieux. En fait, c'est un chiffre dans une base de données, c'est-à-dire que vous avez un compte bitcoin, donc vous avez votre clé privée qui permet de signer une transaction, qui permet en fait de débloquer un paiement, et en face de ce chiffre-là, enfin de votre compte, se trouve un montant. Et voilà, c'est ça. C'est juste, imaginez un Excel. Regarde, là, on se fait tous un Excel, chacun en prénom, on a tous en face une valeur qui correspond, voilà, c'est des cafés. Moi, j'ai 10 cafés dans l'Excel, qui sont les cafés. Bon, voilà, je sais juste que j'ai le pouvoir de dépenser 10 cafés, de les donner peut-être à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça me donne ce pouvoir de faire quelque chose. Les bitcoins, c'est pareil. Voilà, ils sont. En fait, on a des unités, on a le pouvoir de dépenser ces unités et de les donner à quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, c'est comme le pouvoir de faire un virement de 100 euros. Quoi. Les 100 euros sur votre compte, ils n'existent pas, mais pour autant, vous pouvez les donner à quelqu'un. Et c'est ça qui vous permet d'acheter des choses, etc. Quoi. Donc ça fonctionne exactement pareil. Ils gardent une trace, mes unités à moi, elles sont gardées chez moi? Non, elles sont sur le réseau, en fait, dans cette base de données, dans ce fichier Excel. Sauf que ce fichier Excel, en fait, il existe sur des dizaines de milliers d'ordinateurs qui se répliquent et qui se synchronisent. Voilà, c'est distribué. Donc il y a énormément de copies. Et donc voilà, ça ne peut pas se perdre. Voilà. Et elles arrivent toutes à se synchroniser, à créer cette vérité grâce au protocole Bitcoin et à cette technologie. Est-ce que tu peux expliciter la quantité de Bitcoin? Parce que je crois que c'est l'algorithme qui régit le nombre de... Oui, il y a un algorithme, en fait, une suite mathématique qui permet de donner et d'expliquer le nombre de Bitcoin. Au total, il n'y en aura pas plus de 21 millions qui seront émis, c'est un chiffre arbitraire. Actuellement, toutes les 10 minutes, il y a 25 nouveaux Bitcoins qui sont créés et qui sont distribués aux mineurs en échange du travail qu'ils fournissent pour sécuriser le réseau. On appelle ça des mineurs, mais bon, en fait, ils sécurisent le réseau avec du matériel informatique. Et tous les 4 ans, on divise par 2 le nombre de bitcoins qui sont créés. C'est-à-dire que dans 2 ans, on va passer à 12,5, au début c'était 50, et ça fait en fait une suite qui va tendre et s'arrêter à 21 millions en 2140. Aujourd'hui, il y a 13,2 millions de bitcoins qui existent, donc on a quand même beaucoup, enfin plus de la moitié. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là-dessus, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on sait, c'est prédictible. C'est-à-dire qu'on sait exactement dans combien de temps, tant de bitcoin, etc. Et donc on est capable en fait bien de tirer ses propres conclusions et de les analyser. La différence d'une banque centrale qui peut d'un seul coup décider d'imprimer, je sais pas, des trillions, des centaines de milliers de dollars, des milliards de dollars. Bon, évidemment, ça n'arrive pas, mais d'euros. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative des frères Winklevoss d'associer une banque au Bitcoin pour sécuriser la plateforme? C'est très bien, c'est pas tellement pour sécuriser la plateforme, c'est plutôt pour permettre en fait à des capitaux, JP Morgan, etc., Wall Street, de pouvoir investir dans le Bitcoin. Donc 2015 sera l'année de Wall Street, il y a aussi Coinbase qui a ouvert un échange qui est backé aussi par des banques, par Wall Street, etc. Donc ça va permettre, avant c'était impossible en fait pour des banques, des traders, enfin ce type d'argent-là de rentrer dans le Bitcoin parce que les seules places de marché en fait déjà n'étaient pas régulées, elles étaient en Europe de l'Est, donc c'était trop risqué d'envoyer de l'argent là-bas pour des banques ou des traders, c'était intouchable. Et là, ça va commencer à devenir un peu plus propre, on va dire, parce que régulé, parce que obéissant à un certain nombre de contraintes juridiques bien précises. Et donc on va probablement voir des gros capitaux affluer dans le Bitcoin, mais clairement dans l'esprit de faire des investissements, du trading, etc. Pas des investissements de la technologie. Donc je pense que voilà, c'est le marché qui veut ça, donc probablement c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des États qui ont tenté de restreindre, de légiférer, de pénaliser l'usage du Bitcoin? Oui, la Corée du Nord.
Il y en a d'autres. Hein. La Russie, elle ne s'est pas fait encore. Hein. Ils hésitent parce que ça aurait d'autres impacts. Mais effectivement, là, le problème, c'est le contrôle d'échange. C'est-à-dire que bon, la Corée du Nord, c'est à part, mais pourquoi est-ce que les États voudraient interdire le Bitcoin? À la limite, c'est simplement, c'est pas parce qu'ils disent oui, c'est une menace, etc. Pour je sais pas quoi. C'est très concrètement parce que c'est le contrôle d'échange. À partir du moment où un pays va mal et que les gens veulent fuir les capitaux, bon, bah, en Russie, par exemple, ils bloquent, ils empêchent les virements, ils limitent l'accès au dollar, etc. Bah, les gens passent par le Bitcoin. Bon, bah, du coup, hop, si on bloque le Bitcoin, ça fait une fuite en moins, quoi. Et c'était le problème qu'a eu la Chine à un moment qui s'était un petit peu mis vent debout contre le Bitcoin aussi, parce qu'ils ne maîtrisaient plus rien, ils ne voyaient plus en fait les échanges de capitaux. Une petite précision, on va encore faire 5 minutes de questions. Ok. Après, oui, bien sûr. Voilà, mais on en a des tonnes, c'est le sujet totalement passionnant. Et après, de toute façon, on posera le sujet tous ensemble. Tu dis stop, hein. Je dirais ça. J'ai vu plusieurs articles qui parlaient au-delà du système de transaction monétaire, d'utiliser les systèmes de blockchain pour fonder d'autres contrats qui ont des risques de contrepartie. Oui. Est-ce que vous pouvez aider? Ça m'a jamais semblé très clair. Alors, en fait, à partir du moment où on a un système qui permet de créer des contrats, effectivement, en fait, quand vous faites une transaction, quand vous envoyez des bitcoins à quelqu'un d'autre, vous faites un contrat. Voilà, je fais un contrat et j'envoie X à Y. Et ce contrat, en fait, va s'inscrire dans une base de données inaltérable. Et ce contrat va s'exécuter et personne ne peut faire en sorte d'empêcher son exécution. À partir du moment où on a ça, eh bien, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait, à la limite, par exemple, émettre des actions d'une entreprise sur ce même type de blockchain, c'est-à-dire qu'elles existent. À chacune de ces actions, il y a des droits de vote, par exemple. Et on peut ensuite penser à des sociétés qui existent, qui sont incorporées non pas sous le régime d'un État, mais sous le régime du blockchain, et dont les statuts sont en fait du code informatique qui vont s'exécuter de façon déterminée sur le même principe en fait que ces contrats. Donc ça, c'est pour l'instant encore la futurologie. Il y en a qui essaient de le faire, mais en gros, on peut arriver à, par exemple, un oracle, une société dont le seul but serait de faire l'analyse de risque, par exemple, qui regarde les transactions qui passent et qui les valide ou pas en fonction d'un certain nombre de règles. Par exemple, bah voilà, tiens, est-ce que tu as plus de 18 ans, est-ce que machin, est-ce que tu as le droit de payer telle adresse, hein, comme ferait un trust, en fait. Sauf que là, ça fonctionnerait de façon autonome. Ce ne serait pas un élément centralisé, elle serait juste distribuée, ces règles mathématiques seraient établies, et elle existerait par elle-même, elle fonctionnerait de cette manière-là. Et après, on peut aller encore plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce type de technologie existe, on peut avoir des sortes d'agents intelligents, de programmes qui existent sur Internet, qui s'exécutent, donc on ne peut absolument pas modifier ou arrêter l'exécution. Et on peut aller jusqu'à Skynet, quoi. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Mais par exemple, très basiquement, on peut très bien se marier sur la blockchain. C'est un contrat qu'on met, après, si on veut le reconnaître ou pas, ou alors être citoyen du monde en mettant son identité dans la blockchain. Enfin, voilà, après, on peut rigoler un petit peu, quoi. Des enveloppes solo aussi. Voilà, on a des preuves d'existence, c'est-à-dire qu'on prend en fait un hash informatique d'une donnée ou d'un programme, etc. On l'enregistre dans la blockchain et ça fait une preuve d'existence que personne ne peut nier. Alors après, est-ce qu'une loi, etc. va le reconnaître? Mais en tout cas, du coup, des sociétés ou des programmes informatiques peuvent passer des contrats entre eux et arriver à mettre des contreparties. On peut faire du séquestre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et tout ça, c'est en train de se construire. Est-ce que pour ça, il faut adopter transformer le protocole Bitcoin ou est-ce que déjà, en l'état actuel de la technique? Déjà, dans l'état actuel, on peut faire ce qu'on appelle la preuve d'existence. Ce n'est pas le but de Bitcoin, mais on peut le faire. Et sinon, il y a d'autres blockchains qui existent, qui se construisent justement pour ce type qui sont en cours de construction, on va dire. Oui. Ça, c'est basé sur la qualité de la crypto, la technologie des points. Oui. Si jamais le code de crypto. Alors, si jamais les courbes elliptiques, par exemple, sont cassées, etc., on aura d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, tout tombe. Toute la banque tombe, tout tombe. Voilà. Et de toute façon, on peut les faire évoluer. Donc, si un jour on a des ordinateurs quantiques, mais qu'on pense qu'ils sont capables de casser ces courbes elliptiques, la crypto, RSA, etc., on pourra les faire évoluer vers d'autres choses. Mais aujourd'hui, on est quand même très loin de pouvoir le faire. Et voilà, Bitcoin a plein de défauts, il y a plein de gens qui lui trouvent, qui ont des reproches, etc., mais pas celui-là. Je suis obligé de l'interrompre. Merci beaucoup Eric, c'était vraiment passionnant.
Ok, donc je vais passer la main à Philippe. Bien, merci, bonjour. Oui, donc je vais vous parler moi, prendre un peu de recul par rapport au Bitcoin et montrer que ça fait partie d'un phénomène beaucoup plus vaste. Le Bitcoin qui est quelque chose comme ça d'isolé dans son coin contre tout le reste, et que ça fait partie d'une tendance générale qui implique la technologie et l'argent. Par exemple, il y a des choses que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous ont dû entendre parler, c'est ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, qui étaient quasiment inexistantes au début des années 90 et qui ont commencé à se créer à la fin des années 90. Et donc ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à l'informatique et puis au réseau. Par exemple, en France, une monnaie dont vous avez parlé, qui sont les SEP, qui sont des systèmes d'échange de temps. C'est apparu en 1994 en France. Au Japon, il y a eu des monnaies complémentaires basées sur des actifs réels, comme le watt, par exemple, qui est basé sur 1 kWh d'électricité produite par énergie renouvelable. Et c'est donc une monnaie qui circule dans tout l'archipel. Sinon, en Europe, il y a des monnaies comme le Klingoer en Allemagne ou le SPO dans le Pays Basque. Et ces monnaies-là, c'est les plus répandues et elles sont liées à l'euro. C'est-à-dire 1 Klingoer égale 1 euro, 1 SPO égale 1 euro. Donc tout ça sont des moyens de paiement qui sont apparus, alors qui sont différents du Bitcoin, bien sûr, parce que la plupart ils sont liés à l'euro. Donc on a un outil monétaire qui est en dehors du système bancaire, ça ne circule pas dans les banques habituelles. Il y a des organismes, des associations de banques qui seraient exprès pour les faire fonctionner. Par contre, on est encore dans l'euro, c'est-à-dire si vous avez des Klingoer et que l'euro s'écroule, les Klingoer vont s'écrouler aussi. Voilà. Mais c'est en tout cas une innovation qui est permise par l'informatique et Internet. La plupart de ces monnaies sont locales. Elles ont souvent un côté un peu exotique parce qu'elles circulent dans une ville. Mais il y a des acteurs importants de l'Internet, on ne sait pas, qui commencent à s'intéresser, et notamment Amazon qui a créé sa propre monnaie complémentaire, qui est le Amazon Coin. Donc elle est liée au dollar, c'est-à-dire un Amazon Coin égale 1 cent. Et ils ont pour ça levé 3 milliards de dollars sur les marchés, qu'ils ont ensuite transformé en Amazon Coin. Donc c'est 3 milliards de dollars, on est à un montant qui est presque du niveau du Bitcoin. Et pour l'instant, c'est une monnaie qui circule, en fait, qui sert à développer les applications qui tournent sur Kindle. C'est-à-dire que les personnes qui achètent un Kindle reçoivent un crédit en Amazon Coin, et cet Amazon Coin sert à acheter des applications qui tournent sur Kindle, et c'est une façon d'inciter les informaticiens à développer des applications tournant sur Kindle, alors qu'au départ, il n'y a pas forcément beaucoup de clients. Donc, et comme là, ils ont une rémunération, ça les incite à le faire. Et donc, ça permet à Amazon de rattraper son retard sur Android et sur Apple. Et on peut imaginer ensuite que l'Amazon Coin circule entre d'autres opérateurs, entre plus de clients sur Amazon, par exemple des vendeurs qui accepteraient de toucher des Amazon Coin plutôt que des dollars. L'intérêt, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de frais de transaction, contrairement à un paiement en carte bancaire. Et dans ce cadre-là, on pourrait dire que le Bitcoin, en fait, c'est la monnaie complémentaire pour tous, parce que la plupart des monnaies complémentaires sont locales ou régionales, alors que le Bitcoin, justement, il suffit d'une connexion à Internet pour pouvoir en bénéficier. Donc le Bitcoin, c'est un peu la monnaie complémentaire mondiale universelle. Un autre phénomène aussi qui est très intéressant à suivre, et qui montre justement tous les progrès que peut apporter la technologie et l'informatique dans le domaine de la monnaie, c'est Orange Money, quelque chose qui n'est pas connu en Europe, mais qui s'est beaucoup développé en Afrique. Parce qu'en Afrique, le problème, c'est que les gens ne sont pas bancarisés. Il y a à peu près 10 ou 20% de la population qui est bancarisée. Par contre, tout le monde a un téléphone portable. Et donc, des opérateurs comme Orange, notamment en Afrique de l'Ouest, ou aussi Vodafone en Afrique de l'Est, avec le M-Pesa, a développé des systèmes basés sur les téléphones, et même pas des smartphones. Il suffit d'un simple téléphone portable, ça passe par des SMS, qui permettent de faire des virements bancaires, qui permettent même d'avoir un compte créditeur et de placer de l'argent qu'on a sur ces comptes sur des produits d'épargne qui rapportent des intérêts. Donc c'est un service bancaire complet qui a été créé en 2008 en Afrique de l'Est et qui aujourd'hui a 12 millions de clients pour Orange Money.
Et en ce qui concerne Vodafone, par exemple, ils sont très développés en Afrique de l'Est, notamment au Kenya. Et au Kenya, il y a quasiment toute la population adulte qui utilise, qui est cliente de ce système. Un autre phénomène intéressant, justement, celui dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps, c'est l'entrée de Apple dans le domaine du paiement, c'est-à-dire Apple Pay, qui a été lancé en septembre dernier, lors du lancement de l'iPhone, avec une technologie qui était déjà un peu ancienne, qui est la puce NFC, c'est-à-dire que Apple a peut-être réfléchi à développer son propre système, puis après ils se sont rendus compte qu'ils devaient utiliser une technologie qui était déjà éprouvée. En tout cas, ça montre qu'il y avait encore un autre type d'acteur qui est en train de rentrer sur le marché du paiement, et donc de s'attaquer au secteur de la banque. Alors justement, quel est le problème des banques? Pourquoi est-ce que de plus en plus d'acteurs veulent se lancer dans le domaine du paiement, dans le domaine des transactions financières? En fait, les banques, le système bancaire actuel pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les moyens de paiement sont coûteux, notamment la carte bancaire, beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs, parce que si certains d'entre vous ont ouvert un compte bancaire sur une banque sur Internet, ils ont eu leur carte bancaire gratuitement, mais en fait, c'est pas une vraie gratuité, c'est-à-dire il y a des coûts cachés, c'est-à-dire que les commerçants, ça leur coûte de l'argent, donc cette dépense, elle est réintroduite dans le prix. Vous ne le voyez pas, vous achetez un produit de 100 €, vous payez 100 €, mais les frais de carte bancaire sont réintroduits dans le prix final. Et il faut savoir que pour un petit commerçant, les frais de carte bancaire, ça représente 3 à 5% du chiffre d'affaires, donc c'est une somme très importante. C'est important parce qu'en fait, il y a plusieurs coûts différents. Il y a le coût de la transaction, il faut aussi acheter la machine, il faut louer la ligne téléphonique, il y a tout un tas de dépenses qui font qu'au final, ça devient extrêmement coûteux. Et ça, vous le payez sans vous en rendre compte. Les frais de carte bancaire, c'est très important. Aux États-Unis, ça représente 40 milliards de dollars par an qui passent dans la poche des banques, et donc quelque part de l'argent qui échappe aux vendeurs. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que la moitié de la population mondiale n'est pas bancarisée. Ça pose un vrai problème, parce que le fait, quand on n'est pas bancarisé, quand on n'a pas de compte bancaire, c'est un vrai frein au développement économique, à la croissance. Si on est obligé de payer en cash, ça pose beaucoup de problèmes, c'est complexe, et ça maintient les gens dans la pauvreté, parce que ça empêche de pouvoir développer des activités, des business, de payer des factures d'électricité ou d'Internet, enfin, même si on peut les payer en liquide, mais tout ça est très compliqué. Et évidemment, on ne peut pas se contenter d'attendre que les banques veulent bien se développer et permettre à la totalité de la population mondiale d'être bancarisée, parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Et puis même, il y a toute une partie de la population qui n'a pas suffisamment de revenus, qui n'intéresserait pas les banques. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème qu'il faut régler. Un autre risque aussi qui est plus macroéconomique, qu'il ne faut pas du tout mettre de côté, c'est le risque de faillite bancaire. On a vu la crise de 2008, où il y a plusieurs banques, même le système bancaire a failli faire faillite. C'est un risque qu'il ne faut pas écarter. Bon, maintenant les choses vont un peu mieux, mais vont un peu mieux parce que les banques centrales ont fait tourner beaucoup la planche à billets, donc ça a permis un peu de noyer le poisson et de mettre de la liquidité où il n'y avait pas forcément de solvabilité. Et ce risque-là, il demeure. Ça, il faut bien être conscient. Il faut savoir que les grosses banques, aujourd'hui, les grosses banques universelles, des récoltes, choses comme ça, elles ont un effet de levier de 1 sur 30, c'est-à-dire qu'elles ont 30 € d'engagement et 1 € de cash dans leur compte. Donc, un accident type 2008, ça peut mettre plusieurs banques par terre, et à ce moment-là, ce serait votre épargne ou vos comptes qui se retrouveraient à sec. Donc ça, c'est un risque aussi qui est impliqué par le secteur bancaire. Donc par rapport à tous ces risques, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent et qui permettent, donc nouveaux acteurs, on a parlé de tout à l'heure, mais c'est aussi Orange Money, c'est aussi des monnaies complémentaires comme Amazon Pay, qui permettent de baisser les coûts de transaction, et ça c'est un vrai plus économique, parce qu'un coût de transaction, c'est un peu comme une taxe en fait, hein, donc c'est prélevé sur l'activité économique, et quand vous avez 3 à 5% de frais de carte bancaire pour un petit commerçant, pour une grosse chaîne de magasins, c'est plutôt 2 à 3%. Et ce sont des chiffres qui sont souvent
plus important que le bénéfice après impôt, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de projets qui pourraient se faire, mais qui ne se font pas à cause des coûts de transaction. Donc, la base des coûts de transaction, ça permet de rendre des nouveaux services tout à fait rentables. Par exemple, avec une chose qu'on va faire avec le Bitcoin, c'est payer, par exemple, payer la lecture d'un article sur un site internet. Aujourd'hui, c'est pas possible. Si on peut payer, faire un paiement de 10 centimes ou 5 centimes par carte bancaire, ça n'aurait pas de sens parce que les frais sont nettement supérieurs. Alors qu'avec le Bitcoin, ou avec peut-être Amazon Coin, si un jour ils décident de développer pour ce type de service, eh bien ça devient tout à fait possible. Donc ça ouvre de nouvelles opportunités. Ces nouveaux acteurs aussi, ils permettent, donc j'en ai parlé tout à l'heure, l'accès à des comptes bancaires, parce qu'il faut savoir aussi que même dans les pays riches, enfin les pays des riches, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des comptes bancaires. Et donc il y a des nouveaux acteurs, comme par exemple en France, vous avez entendu parler, qui est le compte Nickel. Donc là, c'est un service qui permet d'ouvrir un compte où on va dans des bistrots, en fait, ceux qui sont les partenaires. On ouvre un compte en présentant sa carte d'identité, et puis on peut déposer de l'argent liquide. Et ensuite, on a une carte bancaire qui permet de faire les achats dans tous les magasins et les achats sur Internet. Et c'est un service où on ne vous demande pas si vous êtes un carte bancaire Banque de France, ça ne pose aucun problème, vous pouvez quand même l'ouvrir. Donc ça, c'est quand même un vrai service, parce que ça permet à des gens qui ont pu connaître des accidents dans la vie, de pouvoir avoir un moyen de paiement, parce qu'aujourd'hui en France, vivre sans carte bancaire, c'est quand même extrêmement compliqué. Et donc ça permet, tous ces nouveaux acteurs permettent aussi, enfin c'est la même logique d'accès au compte bancaire, c'est de sortir de la trappe à pauvreté. Parce que dans beaucoup de pays, notamment les pays émergents où il n'y a pas de système bancaire, ou alors les banques ne sont pas solides et peuvent faire faillite rapidement, le fait d'avoir un compte chez un opérateur sérieux, type Orange Money ou type Bitcoin ou autre, c'est en quelque sorte un droit de propriété. Vous avez de l'argent, vous savez que vous l'avez, et vous savez que personne ne peut vous le prendre, vous savez que le pouvoir en place ne peut pas ne peut pas vous voler l'argent que vous avez. Et donc ça, c'est un élément fondamental qui permet le développement économique. Et d'une façon plus macroéconomique, le fait d'être dans un système où il y a plusieurs monnaies qui circulent, et le fait d'avoir plusieurs types d'acteurs bancaires, ça apporte ce qu'on appelle de la résilience, c'est-à-dire que ça fait un système qui est plus flexible. Actuellement, on est dans un système où on a une seule monnaie, qui est l'euro, et on a un système bancaire qui est en fait extrêmement réduit, parce qu'en France, on a une demi-douzaine de grandes banques, de grands groupes bancaires, point à ligne. Donc, si jamais il y a une grosse crise, toute l'économie s'arrête. Le fait d'avoir plusieurs types d'acteurs différents, il y a déjà PayPal qui existe depuis longtemps, le compte Nickel, le Orange Money qui va commencer justement à s'installer en Europe. Le fait d'avoir plusieurs types d'acteurs, ça veut dire qu'en cas de crise, il y en a plus qui survivront, donc ça permettra quand même à ceux qui sont chez ces acteurs-là de pouvoir continuer à faire les transactions. Et le fait d'avoir plusieurs monnaies, c'est aussi une sécurité, bien sûr, si jamais un jour il devait se passer de gros problèmes sur l'euro, des problèmes d'hyperinflation, ou des problèmes de ce type-là, eh bien, ceux qui ont des monnaies différentes, comme le Bitcoin ou autres, ça leur permettrait de passer à travers les gouttes. Et donc actuellement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au tout début de cette révolution. On a appelé les Bitcoin, mais tous les autres acteurs dont j'ai parlé, Apple, ça vient juste de commencer. Et il y a déjà, on peut dire qu'il y a une sorte de guerre, de bataille qui est en train de se faire autour de ça, parce que même si tout le monde a compris que l'adversaire principal, c'était le secteur bancaire, qui était assis sur des marges extrêmement importantes, nul ne peut savoir aujourd'hui qui va l'emporter. Est-ce que le Bitcoin va s'implanter beaucoup? Est-ce que Apple va réussir à frapper la mise? Est-ce que il y a d'autres acteurs qui sont en train de se lancer? Alors, par exemple, quand Apple Pay s'est lancé en septembre aux États-Unis, il y a un certain nombre de chaînes de distributeurs qui l'ont boycotté, parce qu'Apple Pay, pour rassurer ses utilisateurs, a dit qu'il ne collectait aucune donnée commerciale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut plaire aux clients, mais pas du tout aux vendeurs, aux chaînes de distributeurs, parce qu'eux, ils ont besoin de ces informations clients. Donc aux États-Unis, Walmart, avec d'autres chaînes importantes, a créé son propre système de paiement, qui est Currency, qui est une carte de paiement, un compte bancaire,
où là, bon, vos informations commerciales, vos achats sont collectés par les réseaux, par les distributeurs, mais au moins c'est un système de paiement qui est nettement moins cher que la carte bancaire en termes de frais, et qui va aussi concurrencer Apple. On a parlé d'Apple, on a parlé d'Orange Money aussi. Les opérateurs téléphoniques s'intéressent aussi beaucoup au paiement parce que le marché du téléphone mobile est en train d'arriver à maturité, donc le paiement c'est quelque chose d'important pour eux. Mais Apple ne veut pas leur laisser le marché. Il y a une chose intéressante qui s'est passée il y a quelques mois, quand Apple a lancé sa nouvelle génération d'iPad, donc c'était à peu près un mois après le lancement de l'iPhone 6. Ils ne l'ont pas dit lors de la keynote d'ailleurs, et ce sont des blogs spécialisés qui l'ont découvert ensuite sur le site. Et pour les iPads 3G, c'est connecté au réseau, ils ont créé une carte SIM virtuelle, c'est-à-dire que là, carte SIM virtuelle, vous devenez client pour votre forfait téléphonique et données, et vous devenez client d'Apple, vous n'êtes plus client de Orange ou SFR, vous devenez client d'Apple, et Apple va ensuite acheter des minutes et des transferts de données, en gros, auprès de Orange. Et donc là, les opérateurs téléphoniques se trouvent complètement mis sur la touche. Donc vous voyez qu'il y a des guerres qui sont en train de se développer. Pour l'instant, on peut difficilement imaginer que Apple fasse ça sur ses iPhones, parce que ces iPhones sont principalement vendus dans des boutiques des opérateurs téléphoniques, donc on ne peut pas non plus leur déclarer la guerre frontalement. Mais c'est évidemment quelque chose auquel ils pensent, et donc on voit tous ceux qui sont en train de s'installer. Et Orange Money, j'en parlais tout à l'heure, Orange Money et ainsi que Vodafone commencent à s'installer en Europe, en Pologne, en Roumanie. Mais là, ils prennent une tactique différente. Et là, ce serait intéressant de voir comment ça va se passer. Mais ils signent des accords avec des banques. C'est-à-dire que Orange Money aurait pu, ils ont déjà l'infrastructure et la compétence, ils auraient pu dire bon, on transpose Orange Money en Europe et donc ça permet d'offrir des services bancaires à un coût nettement inférieur au système bancaire. Ils ne l'ont pas fait parce que ça aurait été un affrontement avec les banques qui sont en position très solide, aussi un pouvoir d'influence sur les politiques pour tourner la loi à leur avantage. Donc ils ont privilégié, ils ont signé des accords, de la même façon qu'à Apple Pay fonctionne en partenariat avec les banques. Alors qu'on aurait pu se dire, en fait Apple aurait pu contourner les banques parce qu'ils ont déjà le numéro de carte bancaire de leurs clients. Parce qu'en fait quand vous achetez un produit Apple, vous enregistrez sur iTunes, c'est obligatoire, et vous laissez votre carte bancaire. Donc Apple aurait pu dire, tous les propriétaires de comptes iTunes peuvent s'envoyer de l'argent. Et à ce moment-là, ils auraient concurrencé PayPal avec déjà plus de 800 millions de clients. Et donc ils seraient devenus du jour au lendemain le plus gros système de paiement dans le monde. Mais en faisant ça, ils se seraient affrontés aux banques. Donc ils ont préféré faire à Miami, et j'en parlais avec quelqu'un qui travaille chez Orange Money. En fait, ce qu'il faut, si de nouveaux opérateurs, donc Orange Money, Apple, font à Miami avec les banques, mais pour les endormir. L'objectif, c'est d'inciter les clients, les gens à utiliser leur téléphone mobile pour payer. Et une fois qu'ils auront pris cette habitude, ils seront clients de Orange ou de Apple, mais ils seront plus clients des banques. Ils pourront à ce moment-là être mis sur la touche. Alors après, est-ce qu'ils seront clients d'Orange ou d'Apple? Ça, c'est une autre guerre qui est en train de se placer. Mais c'est l'idée derrière la tête de tous ces nouveaux acteurs. Et puis les banques sont aussi attaquées, bon ça je ne vais pas développer, mais sur d'autres métiers, par exemple les prêts avec tous les sites de crowdfunding, et puis c'est prêts aux entreprises, et puis les prêts aux particuliers avec le Lending Club, c'est des sites américains, mais il y a des équivalents en France, en Europe. Donc là on est une période très intéressante parce que c'est là que tous les pions sont en train de se mettre en place pour préparer l'assaut sur le gros fromage que représente le système bancaire assis sur des marges très importantes. Mais pour revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le Bitcoin qui est le potentiel le plus élevé, le plus disruptif, on va dire, c'est ce qui allie les nouvelles technologies et les nouvelles monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, vous êtes en dehors du système bancaire, vous êtes aussi en dehors de l'euro. Donc là, vous êtes complètement indépendant du système financier actuel. Et c'est là où il y a le plus d'innovation possible. Il y a que les tout à l'heure. Donc c'est le Bitcoin qui peut servir, on va dire, d'aiguillon aux nouveaux services, aux nouveaux services qui pourraient être proposés. Mais il faut comprendre que c'est un ensemble qui regroupe
grand nombre d'entreprises technologiques, et donc on est à l'orée d'une nouvelle révolution dans tout le domaine du paiement et de la banque. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Alors, un grand merci parce que c'était vraiment le parfait complément avec ce que nous a présenté Eric tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on fasse comme avec Eric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y va. Et puis après, si on a d'autres, on continue en face. Allez-y. Est-ce qu'il existe des systèmes de microcrédit aujourd'hui pour financer des projets d'enchaînement? En fait, aujourd'hui, pour faire un microcrédit, c'est quasiment impossible. Une banque traditionnelle, on ne sait pas où va l'argent. Et en fait, moi, je suis assez dessus, c'est quasiment impossible de savoir comment participer à un projet de financement avec le microcrédit. C'est un concept qui est Est-ce que c'est pas un peu ce que font les sites de crowdfunding ou... Le crowdfunding, c'est pour des projets, on va dire, high-tech, on va dire, plus que... Oui. On peut imaginer. Faire un puits dans un village ou... Dans les pays émergents, je veux dire. Voilà, c'est ça. Dans les pays émergents, il y a... On parle souvent avec Planète Finance qui fait ce genre de microcrédit, mais on est encore dans une banque normale. Avec le Bitcoin. Voilà. Avec le Bitcoin, dans le service bancaire sur le Bitcoin, non, parce que le problème aujourd'hui, comme le Bitcoin a un cours qui varie, faire un investissement, il faut quand même avoir une certitude sur les prix. Dans le domaine du Bitcoin lui-même, aujourd'hui c'est développé, mais techniquement ça peut être mis en place très facilement, et à un coût inférieur à ce que propose ici de proposer. Mais potentiellement, ça peut tout à fait exister. Oui. Je crois que l'effet du développement du Bitcoin ou des autres systèmes, c'est l'effet réseau, c'est-à-dire qu'une monnaie ou un système de paiement est d'autant plus intéressant qu'il y a plus de gens qui l'utilisent et qui l'acceptent. Et c'est-à-dire que si je peux faire mes courses en Bitcoin, si je suis payé par mon employeur en Bitcoin, là effectivement il y a un développement qui peut être très rapide. Est-ce que c'est envisageable? Ce qui marche aujourd'hui, c'est les monnaies complémentaires, où là il y a un effet réseau qui se développe, pour tout, il y en a beaucoup qui réussissent. Je sais pas, les Kimware en Allemagne, en Bavière, qui est assez ancien, et il y a aussi la deuxième ou la troisième au niveau européen, c'est le SCO, qui marche en Pays Basque, à Bayonne, dans le Pays Basque. Là il y a un vrai succès, et il y a énormément de commerçants, des centaines de commerçants qui acceptent le SCO. Donc là il y a l'effet réseau, en nombre de commerçants qui l'acceptent, et en nombre de particuliers qui l'utilisent. Pour le Bitcoin, on n'est pas encore dans l'effet réseau en ce qui concerne le grand public. On est juste avant. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on regarde les levées de fonds, il y a beaucoup de levées de fonds. Donc ça veut dire que les spécialistes du Bitcoin et plus généralement, Silicon Valley, ces gens-là, ont compris et sont convaincus que le Bitcoin va marcher. Donc il va y avoir un effet réseau un jour. Pour l'instant, on investit pour mettre en place des sites, des services comme Coinbase qui a fait une levée de fonds récemment, 70 millions de $, ce qui est très important dans le Bitcoin, pour proposer des services simples. Parce que le réseau Bitcoin, pour l'utiliser aujourd'hui en direct, il faut être informaticien parce qu'il faut télécharger un logiciel, il faut télécharger la base de données. Enfin, évidemment, c'est réservé aux informaticiens, mais il y a plein de services où on peut gérer des porte-monnaies, où là c'est un système simple de login, mot de passe, et donc ensuite on peut payer en euros ou faire des virements. Et là ça devient un service qui est utilisable par tout à chacun. C'est comme ouvrir un compte PayPal. Et on n'y est pas encore. Dans cet effet réseau, disons qu'il y a plein de gens qui s'y préparent. Voilà. Est-ce que c'est pas justement les commerçants qui vont faire cet effet réseau? C'est-à-dire que moi, actuellement, en tant qu'utilisateur d'un système bancaire, je sais pas, là je ne vois pas spécialement un moyen d'utiliser le Bitcoin. Maintenant, demain, tous les commerçants qui passent au Bitcoin, est-ce que c'est plus avantageux pour eux? Parce que justement, c'est pas ça la clé du développement du troisième complémentaire. Si, ça va ensemble. C'est-à-dire, les commerçants, eux, ils vont voir qu'ils payent beaucoup moins de frais sur un paiement en Bitcoin, donc ils vont trouver ça intéressant. Maintenant, le frein qui existe encore, c'est évidemment le cours du Bitcoin varie, donc ça implique de changer, une fois qu'on a récupéré les Bitcoins, de les changer, de les mettre en euros. Donc là, ça rajoute des frais, évidemment. Donc,
ça devient un peu moins intéressant, mais oui, c'est pas seulement que ça va se développer, c'est quand des nouveaux services, quand des commerçants ou des sites internet proposeront. Aux États-Unis, il y a un site spécialisé dans l'électronique qui a accepté le Bitcoin et qui connaît un gros succès parce qu'il y a tout d'un coup il y a pas mal de gens aux États-Unis qui avaient des Bitcoins qui ont eu l'occasion de pouvoir l'utiliser pour faire des commandes, et le site a récupéré énormément de commandes d'un coup. Donc, je pense que ça a dû convaincre beaucoup d'autres sites de se mettre à accepter le Bitcoin. C'est comme ça que ça va se développer. On a le monopole. Ah oui, mais il avait dit avant la fin 2014, on n'a rien vu du tout. En France, il y a très peu. Il y a, je pense que vous connaissez la plupart, mais près d'ici, il y a le South Park, c'est rue Montorgueil, c'est une petite rue, c'est rue Saint-Sauveur, c'est une petite rue particulière à la rue Montorgueil qui accepte. Vous pouvez payer votre bière en Bitcoin. Voilà. Donc le prix est affiché en euros, évidemment. Et au moment de payer, ça se fait au cours de Bitcoin. Vous pouvez payer en Bitcoin avec un système de QR code, tout ça. Donc, ça commence un tout petit peu. Voilà. Elia m'a mis une application sur l'application d'un tableau de paiement. À partir du moment où le commerçant puisse avoir gratuitement dans son forfait, c'est là que les gens ont commencé. Alors, le problème, c'est quand la France est très en retard. Vous avez cité Paynium, c'est à peu près le seul qui fait ça en France aujourd'hui. Enfin, c'est le seul acteur local là-dedans aujourd'hui. En Angleterre, en Allemagne, c'est beaucoup plus. Il y a déjà tout un écosystème. En France, on est très en retard, donc c'est pas très représentatif. Il ne faut pas se regarder autour de nous pour comprendre ce qui se passe sur le Bitcoin, parce qu'on va être les derniers à comprendre ce qui se passe. Mais à Londres, à Berlin, pas à Berlin, notamment dans tout ce qui est milieu alternatif, le Bitcoin est beaucoup plus. Et donc, il s'est développé depuis assez longtemps. Donc, il y a déjà un peu une culture à payer dans pas mal de bars, de restaurants ou d'endroits à Berlin en Bitcoin. On a plus de chances de payer en Bitcoin à Berlin qu'à Paris, c'est clair. Ou à Londres, évidemment. Tout ce qui se développe en termes de start-up, l'essentiel, ça se trouve à Londres. Donc, ils sont en train de capter le marché. Oui, vous êtes familier des critiques autrichiennes du système bancaire actuel, et le Bitcoin a été un peu la monnaie à l'euro, certains libertaires, en tout cas dans la lutte contre les banques centrales. Mais finalement, le Bitcoin, c'est l'exemple même d'une monnaie complètement débasée, c'est-à-dire qu'il ne repose que sur la valeur que ses utilisateurs veulent bien lui donner parce que c'est utile pour l'échange. Donc finalement, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pensez que le Bitcoin nous dit sur la nature de la monnaie Oui. Alors, vous avez dit la quantité de monnaie, le Bitcoin plaît aux économistes autrichiens. Les économistes autrichiens, c'est une branche de l'école libérale qui défend l'or, qui défend l'or. Alors que les libéraux, l'école de Chicago, Friedman et compagnie, eux, ils s'en fichent un peu. Ouais. L'école autrichienne défend l'or. Ce qui plaît l'école autrichienne dans le Bitcoin, c'est le fait que la quantité de Bitcoin va être limitée, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 21 millions. Donc c'est un peu comme l'or. L'or, on sait, l'or n'est pas en quantité limitée, mais on sait qu'il existe à peu près 160 000 tonnes d'or dans le monde. Ça, c'est tout ce qui a été extrait depuis le 16e siècle. Alors on en trouve à peu près 2000 tonnes tous les ans, mais ça fait une masse donnée qui bouge pratiquement pas. Et l'or, on ne peut pas l'imprimer, on ne peut pas le créer ex nihilo. Donc c'est ça qui fait la valeur de l'or. Le Bitcoin, c'est la même logique. On sait que personne ne pourra décider tout d'un coup, on va aller jusqu'à 22 millions de Bitcoin. Donc ça, c'est pas possible. Personne ne peut le décider. Alors que pour l'euro ou le dollar, les banques centrales ou le yen, les banques centrales décident régulièrement de faire de la planche à billets. Récemment, Mario Draghi, la semaine dernière, a annoncé une planche à billets, c'est-à-dire la possibilité pour les banques centrales de racheter des actifs, de racheter des bons d'État. Et ça, ils le font. Vous, si vous achetez quelque chose, l'argent que vous dépensez, vous ne l'avez plus. Mais une banque centrale, quand elle achète quelque chose, c'est un jeu d'écriture comptable et l'argent est créé ex nihilo. Et donc pour la BCE, ça va chiffrer à 1140 milliards d'euros, 60 milliards d'euros tous les mois jusqu'en septembre 2016. Donc c'est de l'argent qui va être créé comme ça. Et ça, quand on regarde dans l'histoire monétaire sur la longue durée, on se rend compte que ça se termine toujours mal parce que ça dévalue la valeur de la monnaie, ça sert à l'inflation. Bon, le Japon fait ça depuis des années, il n'y a toujours pas de vague inflationniste, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. Avec le Bitcoin, on sait que c'est simple. Alors ensuite, la question qui se pose par rapport au Bitcoin, c'est que l'or, c'est une valeur intrinsèque, mais quelle est la valeur intrinsèque du Bitcoin, étant donné que on peut dire c'est complètement virtuel? En fait, non. Bitcoin existe parce qu'il y a tout un réseau
d'ordinateurs connectés qui sont dédiés à ça, des serveurs, des serveurs des mineurs qui tournent pour valider les transactions. Et tout ça, ça représente des choses très concrètes, très physiques, qui chauffent, qui consomment l'électricité, qui chauffent, et qui ont une valeur marchande. Aujourd'hui, le réseau Beacon, c'est l'ordinateur le plus puissant qui existe. Ça fait plusieurs milliers de fois l'ordinateur le plus puissant. Mais bon. Donc on peut dire que la valeur intrinsèque, c'est ça. C'est pas uniquement la confiance, c'est pas uniquement la croyance. C'est aussi un réseau qui existe, qui a une valeur, qui tourne de façon extrêmement fiable parce qu'il n'y a jamais eu de faux Bitcoin depuis que ça existe. Le réseau n'est jamais tombé depuis que ça existe. Donc, voilà. Donc ce qui fait la valeur Bitcoin, c'est la valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est ça. C'est pas que la confiance. Une question, justement par rapport à la valeur intrinsèque, il n'y a rien qui sera. J'en reviens un peu parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, même énormément, j'ai envie de dire, et que beaucoup de mineurs, donc beaucoup d'ordinateurs qui chauffent et tout. Et justement, au niveau du taux de change, une monnaie qui n'a quasiment aucune valeur, voilà, pour ça que le Bitcoin est le précurseur. Mais voilà, qu'est-ce qui dit que, voilà, il n'y a rien qui dit qu'un jour il n'y aura pas moins de valeur, autant de valeur que certaines crypto-monnaies qui ont une valeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies parce que comme on est dans le domaine des logiciels libres, le code Bitcoin il est public. Hein, et c'est pas comme Windows, il y a une partie où vous ne pouvez pas faire le code. Donc n'importe quel informaticien peut prendre le code, faire quelques modifs et puis dire ben, moi j'ai créé une monnaie. Donc il y a plusieurs centaines qui existent, mais en fait le Bitcoin représente 95% en volume de toutes les monnaies virtuelles. 400 autres qui existent, ça fait 5%. L'autre qui est à peu près qui est connu, c'est le Bitcoin, qui est assez ancienne, qui a un peu de valeur, mais il y a beaucoup d'autres qui sont créés comme ça. Et là, on retombe dans l'effet réseau, c'est-à-dire créer, de la même façon qu'on peut créer un réseau social, hein, comme Facebook. Le problème, c'est d'avoir 1 milliard de clients. Donc, Bitcoin, n'importe qui peut créer un Bitcoin, enfin l'équivalent. Le problème, c'est d'avoir le nombre d'utilisateurs actuels de Bitcoin. Et ça, c'est l'effet réseau. Et ceux qui ont réussi sont les gagnants. Donc là, sur Internet, on voit, quand il y a l'effet réseau, c'est le premier qui rafle tout. Donc là, le Bitcoin est quand même suffisamment installé depuis suffisamment longtemps, avec une avance énorme par rapport à tous les autres, pour qu'on puisse se dire, enfin, moi, Nancy Noir, pour qu'on puisse se dire que le Bitcoin ne va pas être détrôné. Maintenant qu'il y ait d'autres monnaies qui proposent d'autres services, parce que la plupart, c'est des copies où on change un peu à la marge, mais il y a d'autres monnaies qui se créent, notamment pour proposer d'autres services que les simples transactions, par exemple Ethereum, qui proposent d'autres services. Là, effectivement, il y a des monnaies qui peuvent décoller, de la même façon que LinkedIn a décollé, parce qu'il propose quelque chose de différent que Facebook. Voilà, maintenant, si on veut créer un clone de Facebook, ça n'a pas marché. Maintenant, si on veut créer un réseau social qui propose avec une idée originale, oui, effectivement, ça peut marcher. Donc, pour les monnaies virtuelles, les monnaies numériques, c'est ça, en fait. Mais pour l'instant, à part peut-être Ethereum, on en parle beaucoup, qui propose toute une gamme de services qui dépasse le simple paiement, il n'y a pas tellement de choses convaincantes pour l'instant, vraiment. Ok, merci beaucoup Philippe. Donc j'ai bien vu, hein, il reste encore plein de questions. Moi j'en ai une notamment, on ne va pas y répondre maintenant, mais on peut y répondre après. C'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, là je suis particulier, est-ce que je dois ouvrir un compte Bitcoin? Est-ce que je dois mettre, je sais pas, 300 €, 500 € dessus? Et puis aller voir ce qui s'est passé dans 10 ans. Je sais pas. Il faudra que vous répondiez. Pas dans 10 ans, mais un peu. D'accord, on en reparle alors. Bon, bah, merci en tout cas, un grand merci à Eric et Philippe pour vos interventions. Vraiment, le sujet est absolument passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler bien plus longtemps, évidemment. Alors, je vous invite, si vous voulez voir le résumé en fait, de ce qu'on s'est dit, on fera un petit article sur le site du Café Numérique Paris. Vous pouvez aller retrouver ça. Vous avez le compte Twitter également. Et puis on annoncera très prochainement le prochain After Work qu'on organisera fin février, début mars. Voilà, et on essaiera de faire un sujet évidemment aussi intéressant que le Bitcoin et qui pose autant de questions. Voilà, donc je ne retiens pas plus longtemps la salle. Je vous propose, on peut aller boire un petit verre
de manière très sympathique et continuer notre conversation. Voilà. Et on peut payer en Bitcoin en plus. Oui. On peut payer en Bitcoin. Ah bah, ça c'est bon. Voilà. Bah, ça sera une première. Ok. Merci à vous tous.